celui, bébé, sans que je ne pense à toi, comme une colombe, je vole vers toi. Ah, super, on a eu de beaux sourires d'Adizo Gomé, de Palimé, d'Agoué et puis du Bénin aussi. Hein. Voilà, on continuera par montrer vos sourires qui éclairent de vie. Bonjour Marcel Toyi. Oui, bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va. Raison. Merci. Vous nous revenez de Dakar. Ouais. Vous avez participé donc à cette conférence. C'était la 3e conférence du partenariat mondial pour l'éducation. On va commencer par dire ce que c'est que ce partenariat mondial pour l'éducation. Parce que c'est ce partenariat qui voulait reconstituer son fonds. Et c'était ça le justificatif de cette rencontre. C'est quoi ce partenariat mondial pour l'éducation? Ouais, le partenariat mondial pour l'éducation, c'est la matérialisation de l'engagement de la communauté internationale à faire de l'éducation le levier du développement. Mais pour que cela puisse aboutir, il fallait constituer une structure dans laquelle les donateurs mettront leurs fonds et ce fonds sera redistribué aux pays qui ont un plan sectoriel de l'éducation crédible. Ok. Voilà. C'est un peu comme dans le domaine de la santé, le Fonds mondial pour le paludisme, la tuberculose, voilà. le sida. Là. Donc les partenaires mettent leurs fonds et puis il y a un mécanisme, une structure pour gérer durant une certaine période, donc durant 3 ans. Et après les 3 ans, eh bien, on reconstitue encore. Et donc c'était la 3e reconstitution. C'était la 3e. La première a eu lieu au Danemark, à Copenhague. La 2e conférence, c'était en 2011. 2014, c'était en Belgique. Et donc, le continent africain, donc le Sénégal, a eu l'honneur pour la première fois d'accueillir la 3e conférence. Allez, on attendait quand même 3,1 milliards de dollars, mais finalement, on s'en sort avec 2,3. Avec un gros lobby de Rihanna. Oui, elle était dans la salle, puis elle est entrée même avec même les chefs d'État, parce qu'il y avait 8 chefs d'État plus le chef de gouvernement et, voilà, et les représentants des institutions internationales comme la Banque mondiale et la francophonie. Les gros donateurs. Oui, les gros donateurs, voilà, tous étaient là. Et disons, Rihanna a joué un très grand rôle parce que le résultat que nous avons vu dans la salle, c'est qu'il y a eu beaucoup de lobbying. Voilà, pour coacher par exemple les fondations, pour approcher par exemple des grands pays, ceux qui avaient quitté par exemple le partenariat mondial pour l'éducation comme l'Espagne. Alors il fallait que quelqu'un qui ait une envergure internationale pour arriver à convaincre les chefs d'État de revenir. Donc l'Espagne par exemple est revenue et a promis environ 1,5 milliard de dollars pour le compte du partenariat mondial pour l'éducation. Super. Mais bon, pourquoi est-ce que quand même on n'a pas atteint l'objectif fixé? Mais on a quand même eu comme l'impression que certains donateurs ont même doublé leur promesse initiale, doublé leur mise, alors donné plus que ce qu'ils avaient dit prévu de donner avant. Mais on n'a pas atteint finalement l'objectif. Oui, vous savez que quand vous voulez constituer un fonds comme ça, il faut mettre la barre haut d'abord. C'est pas faux. Voilà. Ils surenchérir. Voilà, ils ont mis la barre très haut. Ah non, c'est pas ce sujet-là, c'est là-dessus. C'est pas la lutte contre le cancer, c'est plutôt l'éducation. On changera bien le thème, s'il vous plaît, d'actu. C'est pas le point sur la lutte contre le cancer. Éléonore? Les 3,1 milliards de dollars en CFA, ça fait quoi? Ça fait 1550 milliards de francs CFA. Quelque chose comme ça. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre. Et donc c'est vrai, c'est ça qui était prévu, c'est ça le plafond, mais ils se sont dit, ben, s'ils franchissent déjà la barre de 60 à 70%, c'est déjà une réussite. Et effectivement, Dakar était une réussite. C'était une réussite, c'est ça, complètement. Généralement, vous dites que cet argent sert à financer l'éducation, on sait. Hein? Rihanna, elle a juré et s'est engagée à s'assurer que des millions d'enfants retournent à l'école. Comment ça se dispatche, se répartit dans les pays? Comment les éducations sur le plan national se ressentent? Avant de répondre à ta question, je vais très rapidement te dire les pays qui ont doublé. Oui, alors, quand on prend la France, par exemple, qui a doublé, le président Macron, on était avec lui, il a pris la parole, il a dit clairement que la France va doubler. Le Danemark, la Norvège, le Canada, la Suisse, voilà. Voilà les pays qui ont doublé. Ceux qui ont triplé, c'est l'Italie. Ah oui, triplé même. Oui, l'Italie a triplé sa contribution. Chef de file des donateurs, alors.
Le chef de file des donateurs, c'est l'Union européenne. C'est l'Union européenne. Suivi du Luxembourg. C'est normal, c'est l'Union. Voilà, c'est ça. Et puis, les pays qui ont marqué leur retour, comme je le disais, c'est l'Espagne avec 15 millions de dollars. Les États-Unis ont annoncé 1133 millions de dollars, mais ne s'est pas formellement engagé parce qu'ils attendent l'aval de Congrès. Du Congrès. Voilà, donc c'est une annonce. Voilà, le Japon va donner un appui budgétaire avec de la liquidité pour le permis à hauteur de 900 millions de dollars. Maintenant, il y a certains partenaires qui se sont positionnés sur des thématiques. Alors, moi, je veux donner de l'argent, mais je dis, c'est voilà ma priorité. Oui. Quand je prends la BID, par exemple, la BID s'est engagée. La Banque islamique de développement dit, il va financer tous les programmes de droits de l'homme et de la culture. À l'école. À l'école. Alors, vous prenez le HCR. Le HCR s'est engagé à appuyer davantage les pays qui accueillent les réfugiés. Ok, donc peut-être les pays qui mettent en place des structures pour scolariser, accueillir et scolariser les enfants réfugiés en placement. Super, voilà. Ok. Donc voilà comment la chose s'est passée, l'engagement que les uns et les autres ont pris. Maintenant, comment est-ce que, par exemple, le Togo tirera profit de cette cagnotte-là? Vous savez que le Togo a déjà bénéficié de ce qu'on a appelé PERI 1, projet d'éducation institutionnelle, PERI 2. C'est le PME qui finance le PERI. Le PERI 1 faisait 22,5 milliards à peu près. L'actuel PERI fait quelque chose de 13 milliards. Oui. 13 milliards, mais il faut soumettre, sur la base de ce que vous avez prévu dans le plan sectoriel de l'éducation, il faut soumettre une requête. Alors quand vous soumettez la requête, il y a toute une commission qui travaille sous la coupole de la Banque mondiale pour valider ce qu'on peut financer pour répondre aux besoins urgents de votre pays. C'est cela. Donc c'est comme ça que ça se passe. Alors le péri de Togo, c'est quoi concrètement sur le terrain? Non, c'est les ENI, c'est les constructions scolaires, c'est le renforcement institutionnel des acteurs des ministères en charge de l'éducation. C'est la construction de salles de classe, parce que vous savez qu'avec le PERI 1, par exemple, on a construit autour de 1000 salles de classe au Togo. Alors, avec le PERI 2, il y a d'autres, autour de 600 salles de classe aussi qui sont actuellement en construction, sans compter les livres de lecture et de calcul et la réforme des curricula du primaire. Oui. Au Togo, voilà, aujourd'hui... un nouveau livre de lecture avec de nouveaux textes. Voilà, au lieu d'acheter les livres de lecture et de calcul, par exemple, pour le compte du Togo, c'est les inspecteurs du Togo qui ont élaboré sur financement du PERI, les livres de lecture et de calcul, et on a multiplié à partir des imprimeries togolaises pour donner aux écoles. Vous voyez, alors, ça répond plus aux réalités nationales. Les enfants sont formés plus à l'heure. Ouais, pour le cas togolais, voilà, c'est ça, c'est ce à quoi le PERI sert. Alors, vous qui êtes acteur majeur de l'éducation, dans vos projections, quelles doivent être les priorités maintenant? Par exemple, par rapport à cette nouvelle cagnotte, le prochain PERI, le prochain projet qu'on devra soumettre au PME, sur quoi est-ce qu'on devra insister? Bien, si je ramène ta question au contexte national, je me réfère à ce que le président Macron a dit dans la salle, c'est l'éducation des filles. Okay. L'éducation des filles, fondamentale. On a comme l'impression qu'aujourd'hui, c'est pas encore ça. Oui, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'avancées. Il y a des avancées au niveau du préscolaire ou primaire, mais quand ces filles-là vont à un niveau supérieur comme le secondaire et l'université, eh bien, il y a une certaine déperdition. Oui. Donc, il faut mettre des mécanismes pour les maintenir et les aider à faire de belles performances comme les garçons. Voilà. Donc, prioritairement, c'est l'éducation des filles et l'autofinancement, l'orientation qui a été donnée de toute façon par le chef de file, on peut l'appeler ainsi, le président l'un des parents, oui, l'un des parrains. Voilà, c'est les pays fragiles et les pays en crise. Donc une bonne partie de cette enveloppe sera orientée vers ces pays-là, comme le Mali par exemple, un peu le Burkina aussi, voilà, un peu le Burkina. Voilà un peu ce à quoi véritablement cet argent va être, sans oublier les curricula et les manuels. Parce que si les enfants n'apprennent pas, ça va poser un réel problème. Et investir dans l'éducation de base au préscolaire. Donc parce que le préscolaire fait partie, disons, des objectifs qui ont été négligés dans les objectifs de l'EPT, voilà, de 2000, pour tous. voilà, et l'alphabétisation, donc l'éducation des adultes,
voilà, vers et la formation des enseignants. La formation. Ça, oui, fondamental, parce que le rôle de l'enseignant a été véritablement reconnu à travers les panels, à travers les déclarations des uns et des autres. Et il faut qu'on mette suffisamment l'accent sur la formation des enseignants. Donc une bonne partie de cette enveloppe aussi ira dans le pays. Voilà. Mais quel qu'en soit le cas, ça ne suffira jamais, la répartition de cette cagnotte, ça ne suffira jamais au plan national. C'est dire que la mobilisation de ressources au plan interne est aussi indispensable. Tu sais que on ne va pas se focaliser sur les 3 milliards, les 2,3 milliards de dollars. Tout à fait. C'est pour ça que on a demandé aux pays bénéficiaires, les ministres des pays bénéficiaires sont venus sur le podium. Ils ont déclaré d'où ils vont partir pour aller à 2020, comment ils comptent augmenter. Donc chaque pays, dans le monde entier, donc le gouvernement togolais a été représenté par le professeur Tchakele du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de la formation professionnelle. Et il a dit clairement que le Togo actuellement est à 16% du financement de l'éducation. En 2018, il est à 17%, et jusqu'à ce qu'on arrive à 2020, eh bien, le Togo pourra atteindre 20%. Donc ça veut dire que l'enveloppe logiquement devait être augmentée. Et on a d'abord demandé à tous les chefs d'État de faire, enfin tous les dirigeants, de faire l'effort d'augmenter de toute façon l'enveloppe consacrée à l'éducation dans le budget. Voilà, dans le budget de l'éducation, voilà, de consacrer, voilà. Et vraiment, il y a beaucoup d'annonces qui ont été faites, tous les pays. Donc c'était des panels, donc 3 ministres vont d'un côté et 3 de l'autre, et chacun prend la parole pour dire jusqu'à quelle hauteur d'ici à 2020 il compte porter le budget de l'éducation pour que l'éducation soit véritablement la réponse à tous les problèmes, parce que en fait c'est le socle du développement. Les crises, l'immigration, le terrorisme, c'est la réponse, les capacités pour que la jeunesse togolaise, la jeunesse mondiale, voilà, puisse déployer le potentiel à capter au défi de l'heure, au défi de demain. Alors, c'est pas seulement l'autorité publique qui va mobiliser les fonds, qui va sortir les fonds. Depuis un moment, on fait le lobby pour la mise en place d'un fonds national de soutien à l'éducation. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? C'est des propositions que nous avons faites de toute façon au gouvernement, et à la revue sectorielle de l'année passée, le ministère de l'enseignement primaire a sorti un nouveau document que le gouvernement a demandé. Parce que dans le cadre du plan national de développement de l'éducation, le gouvernement a demandé à tous les ministères de s'inspirer de toute façon des documents de politique pour proposer leur contribution au développement. Oui. Et donc, à la revue, le premier génie document qui doit logiquement être déjà en première lecture sur la table du gouvernement en conseil des ministres, dans ce document, il nous a été annoncé qu'il sera créé un fonds national de soutien à l'éducation, donc qui montre clairement que notre préoccupation au niveau de la coalition a été prise en compte dans ce document. Et à Dakar, la veille de la grande conférence à l'hôtel Radisson, il y avait beaucoup de panels. Des panels où il y a des représentants de la francophonie, etc. Et moi, je représentais la coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous. Et puis, je faisais partie d'un panel où il fallait proposer ce que nous pensons que notre gouvernement doit faire pour augmenter l'enveloppe. Et clairement, moi, c'est moi qui ai pris la parole. J'ai proposé que il est question aujourd'hui de manifester beaucoup plus la volonté politique. Parce que la question est de voir, est-ce que nos États manquent de ressources? Ma réponse est claire. Nos États ne manquent pas de ressources. Nos États, ce qu'il faut, c'est la volonté politique. S'il y a la volonté politique, on pourra mettre en face au fond. Des dispositifs forcément pour... Et comment alimenter ce fonds, ça, on sait le faire. J'ai pris l'exemple, quand les UPAV participaient à la CAN, en moins d'un mois, on a mobilisé 900 millions pour soutenir les éperviers. Si en moins d'un mois, on a pu mobiliser 900 millions, en l'éducation, oui. Voilà, vous voyez. Donc, les idées de toute façon pour mobiliser l'argent, ça ne manque pas. Et donc, nous nous sommes engagés au niveau de la coalition en attendant que le gouvernement valide le plan national de développement de l'éducation dont je viens de parler. Nous allons rapidement travailler sur la stratégie de mobilisation de ressources dans laquelle nous allons mettre toutes les idées que nous allons soumettre au ministère pour prendre en compte nos préoccupations et de toute façon le sujet des idées sur comment nous pensons que ce fonds peut être mis en place et alimenté. Voilà. Et le président Macron, le jour J, le président Macron, quand il a pris la parole pour annoncer que la France va doubler son financement, il a
dit que logiquement, toute entreprise d'où qu'elle vienne et pour s'installer dans un pays, eh bien, doit consacrer ne serait-ce que un pourcentage d'euros pour financer l'éducation. Normalement. Est-ce que toutes les entreprises togolaises, par exemple, financent à une certaine hauteur l'éducation? Non. C'est aussi le rôle citoyen, normalement. C'est le rôle citoyen de l'entreprise. C'est ça. Certains le font, mais d'autres ne le font pas du tout. Eh bien, il suffit juste de prendre des dispositions, voilà, et puis ils vont rentrer dedans. Et l'INSEE, je t'assure, quand les grandes dames ont pris la parole, comme Michael Jean de la francophonie, comme la vice-présidente de la Gambie, quand ils ont pris la parole, ils ont démontré par A plus B que si elles ont réussi, c'est à cause de leur maman. De leur maman. Ah ouais. Donc, elles ont envoyé un message très fort à tout le monde d'investir dans l'éducation de la fille. Et quand on investit dans l'éducation de la fille et de la femme, c'est pour ça que l'alphabétisation est importante, eh bien, il y a nécessairement un effet multiplicateur. Complètement. Multiplicateur. Aujourd'hui, tu dois investir en tant que femme, tu investis beaucoup dans l'éducation des enfants. Oui. Ah oui, c'est cela. Voilà. Et eux, ils le feront aussi pour leurs enfants. Et comme ça, on va éliminer et repousser l'ignorance, repousser les incapacités, etc. Très loin. Quand vous parlez de l'éducation, de l'alphabétisation aussi des filles, c'est forcément le Togo. Le Togo a prévu cela aussi, ce qu'on appelle des passerelles pour les jeunes qui sont sortis du système éducatif. Ces programmes les prendront aussi en compte, hein, c'est cela? Bien sûr, ça va les prendre en compte. C'est ça qu'on appelle c'est des offres éducatives. Voilà, quelqu'un qui ne peut pas continuer, par exemple, jusqu'à l'université, ce n'est pas encore la fin du monde. Il faut lui proposer des offres, des mécanismes de toute façon pour qu'il puisse avoir les capacités qui vont lui permettre de s'insérer plus aisément dans la société. C'est cela. C'est cela. Bon, donc on va plutôt vous applaudir pour votre lobby. Ensemble, on applaudit tous les participants. Les prochaines étapes, c'est que la société civile, la coalition au niveau national, par rapport à l'engagement pris par notre État, eh bien, la société civile doit maintenant faire le suivi de cet engagement. Bien sûr. Voilà, pour s'assurer qu'on est en train de augmenter l'enveloppe. Actuellement, vous dites pour le budget 2018, la part de l'éducation, selon ce qui a été annoncé, elle est de 17%. 17%. Donc, on tend vers le 20% d'ici 2020. L'exigence internationale, on demande à ce que tous les États consacrent au moins 20% de leur part. Mais quand on dit 20%, il faut aussi voir disons, la capacité ou les richesses du pays. Bien sûr. Quand je prends par exemple la Côte d'Ivoire met environ 1200 milliards pour l'éducation. 1200 milliards. Oui. Or, notre budget total du pays fait 1300 milliards. Chez nous ici. Donc, il faut aussi voir aussi les richesses du pays et faire en sorte que qu'on trouve des solutions innovantes. Et un message très fort a été lancé aussi aux gouvernants. Vous voyez, quand on prend par exemple les institutions extractives, il faut faire en sorte qu'il y ait une loi qui gère ces institutions extractives. Il y a un code minier normalement qui traîne en pays, ça n'existe pas. Et le président ghanéen qui était dans la salle a pris la parole pour dire que selon l'étude de la fondation Thabo Mbeki, eh bien, il y a plus de 50 000 milliards qui quittent de toute façon le continent africain chaque année. 50 000 milliards, hein, qui quittent le continent africain pour enrichir les autres cieux pour des vertus illicites. Et qu'il faut beaucoup plus d'engagement et qu'on ne peut pas continuer de dépendre totalement, de dépendre trop en matière de financement de l'éducation. De l'extérieur. Alors que nous avons des richesses. On a des richesses. L'Afrique, ça a été démontré par plusieurs panels que l'Afrique est le continent le plus riche, mais la population... Voilà, grandeur et servitude de l'Afrique. Ce serait bien le titre d'une thèse de doctorat. Grandeur et servitude de l'Afrique. Voilà. Oui, donc chacun à son niveau devrait ramener aujourd'hui ses préoccupations-là. Oui. Chacun, on doit personnaliser aujourd'hui ses besoins, se dire oui, c'est bon. Macron et la France ont doublé, l'Italie a triplé son apport à l'éducation, tel pays a donné 6 mois, je fais quoi à l'éducation? Moi, je contribue comment à l'éducation? Chacun devrait se poser cette question individuellement. Et s'apprêter, lorsque le Fonds national sera lancé, à participer. Et avant quand même ce fonds, participer au niveau familial. Déjà quand vous envoyez votre enfant à l'école, vous lui assurez le minimum pour réussir, vous contribuez à l'atteinte
de ces objectifs pour lesquels ces chefs d'État se sont réunis là-bas. Et veiller à ce que quand l'argent est injecté, eh bien que l'argent serve effectivement à ce. Parce que quand il y a des déperditions, eh bien finalement les problèmes vont persister. Non, la déperdition, entre autres, c'est quand tu donnes les collages à ton enfant et puis il bouffe ça. C'est aussi déperdition, entre autres. C'est-à-dire que la lutte est à plusieurs niveaux. Vous savez qu'au Togo, la Banque mondiale avait commandité une étude pour voir l'argent qui est injecté là. Est-ce que ça va dire vraiment aux ayants droit? Et qu'est-ce qu'il en est ressorti? Le résultat est catastrophique au Togo. Ah oui, nous étions à la validation de cette étude au lycée scientifique. Eh bien, le résultat montre que quand l'argent quitte le ministère des Finances, le temps que ça arrive dans les écoles, eh bien, il y a beaucoup de déperditions. Et donc, il faut mettre. Comment ça fait? C'est léger, c'est pas très lourd, le vent emporte des trucs. Je vais te dire que c'est. Parce qu'on ne comprend pas. L'argent va là où ça ne devait pas aller, c'est tout. C'est ça comme ça. Alors que ça devait aller quelque part. Ça devait aller pour directement dans les salles de classe pour qu'on s'assure que les Maintenant, est-ce qu'on sait où ça va? Eh bien, les études ont montré que on sait où ça va. Et donc, il faut arrêter l'hémorragie. Ah ben, si on sait où ça va, on n'a qu'à aller chercher. Non, on arrête l'hémorragie. C'est cela. Et c'est sûr que des dispositions sont prises pour justement arrêter l'hémorragie. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de plus de financement. Bien sûr, les dispositions sont prises parce que quand la Banque mondiale au niveau du Togo et l'Union européenne vont bientôt mettre 58 milliards pour financer l'éducation, la santé, la santé, et la société civile a été écoutée et nous avons clairement expliqué. La société civile, il y a les universitaires qui sont là-dedans, le réseau des journalistes, la coalition, beaucoup. On était à la Banque mondiale quand le directeur de la mobilisation des ressources et de la planification au gouvernement a annoncé que l'État a fait une étude pour montrer que la faible implication de toute façon de la société civile dans la mise en œuvre, dans l'élaboration d'abord et dans la mise en œuvre des projets, fait que ces projets n'atteignent pas les résultats. C'est pour ça que comme depuis un moment, c'est participatif. C'est participatif, voilà. C'est l'approche participative. Très bien, pour qu'on puisse avoir notre œil et contribuer aussi à motiver les uns les autres, à veiller à ce que l'argent qui est injecté serve à transformer à obtenir de toute façon les résultats attendus. Et que nous-mêmes, nous participions à l'entretien, on maintient des résultats. Parce que nous reconnaissons. C'est fondamental. Oui, c'est fondamental. Quand vous allez par exemple dans le lycée scientifique, c'est 6 milliards quand même que le chef de l'État a mobilisé pour reconstruire le lycée scientifique. Vous arrivez là-bas, c'est dans une bourse là. On ne dirait même pas qu'il y a des élèves. On ne dirait même pas qu'il y a des gardiens. Vous voyez, c'est là-bas que nous faisons la revue du plan sectoriel de l'éducation. On ne peut pas au moins désherber les alentours. Il faut faire un projet au bailleur de fonds. On n'a pas besoin. Projet de désherbage. J'ai eu la chance d'être en Chine en 2005. Il y avait un modèle de bâtiment comme ça. Quand vous arrivez là, vous aurez l'impression que ça brille seulement. Mais ça brille, c'est comme dans un hôtel. Là où il y a de l'herbe ici, c'est du gazon qui est là-bas. On a du gazon Togo aussi, non? Ah, il y en a tellement qu'on ne sait même que faire avec. Bon, et même des jardiniers qu'on peut mettre dans la contribution. Vous voyez, non? C'est quelque chose que chacun réfléchisse à son niveau. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, donc le problème de maintenance aussi fait partie des déperditions. Parce que quand on met de l'argent et puis l'ouvrage se détériore plus tôt que prévu, ça pose aussi un vrai problème. Super, voilà. Super. Bah, Marcel, merci vraiment, merci d'être venu ce matin nous faire ce compte rendu de la réunion de Dakar. La prochaine, vous savez, elle va se tenir. Non, ils n'ont pas encore dit, mais c'est dans 3 ans. Dans 3 ans. Dans 3 ans, voilà. Le partenariat mondial pour l'éducation va encore reconstituer son fonds. Mais d'ici là, vous et nous, on continuera par œuvrer, par investir dans l'éducation. Marcel, très belle journée à vous. Merci à vous. Et à plus tard. Merci. Et tout de suite, on parle santé. On va faire le point sur où est-ce qu'on en est dans la lutte contre le cancer au Togo, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le cancer, c'est cela.